Le soleil de midi tombait sur Ouagadougou comme un marteau de feu écrasant les rues poussiéreuses de la capitale du Burkina Faso. Les moteurs des motocyclettes rugissaient, les klaxons perçaient l'air lourd et au milieu de ce tumulte, un homme avançait d'un pas mesuré. Ibrahim Traoré, figure respectée du monde des affaires et symbole d'une réussite rare dans ce pays, venait de quitter une réunion stratégique avec des investisseurs. Costume impeccable, allure assurée, tout en lui reflétait la force tranquille de ceux qui ont bâti leur destin à la sueur de leur front. Mais ce jour-là, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, allait briser le rythme ordinaire de sa vie. Sous l'ombre modeste d'un karité, une femme vendait des sachets de cacahuètes. Un simple sourire et 30 années s'effacèrent d'un coup. Ce sourire, Ibrahim le connaissait. C'était Aïcha, son amour d'adolescence perdu de vue depuis des décennies. Était-ce un hasard ou la main du destin qui, en cette heure brûlante, avait décidé de croiser à nouveau leur chemin? Si vous croyez que l'âme de l'Afrique se raconte aussi dans ces rencontres inattendues, restez jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre dépasse toute fiction. Zignaré. Rien que ce nom suffisait à éveiller en Ibrahim Traoré une chaîne de souvenirs, le sable rouge qui collait aux pieds nus, le murmure du barrage au crépuscule, et ce regard franc d'Aïcha qui, à 17 ans, avait rempli son monde. Mais le temps et la cruauté des circonstances les avaient arrachés l'un à l'autre. En 1990, la grande sécheresse avait balayé les récoltes, poussant la famille d'Aïcha à migrer vers Bobo-Dioulasso. Là, un mariage arrangé 3 enfants, et puis l'abandon brutal par un mari parti chercher fortune ou illusion ailleurs. Ce midi brûlant de Ouagadougou, sous un karité solitaire, Ibrahim retrouva ce visage. Fatigué, marqué par les épreuves, mais illuminé par un sourire qu'il n'avait jamais oublié. Devant lui, ce n'était plus seulement la belle adolescente de Zignaré, mais une femme qui, malgré la dureté de la vie, au Burkina Faso, tenait debout avec dignité. Elle vendait des cacahuètes, chaque sachet soigneusement aligné, comme pour imposer un peu d'ordre au chaos du quotidien. Ils s'installèrent dans un petit maquis à 2 pas du marché. Sous la rotation paresseuse d'un vieux ventilateur, Aïcha parla. Sa voix était calme, presque détachée, mais derrière chaque mot se cachaient des années de lutte, des petits boulots des nuits blanches, la peur des lendemains incertains. Ibrahim Traoré, que les Africa News présentaient souvent comme l'un des entrepreneurs les plus influents d'Afrique de l'Ouest, écoutait en silence. Lui, l'homme des deals internationaux et des conférences économiques, se sentait soudain ramené à quelque chose de plus simple et de plus vrai. Il lui raconta sa propre route, les études d'agronomie, les premières entreprises, l'expansion dans le coton, les honneurs, la villa à Ouaga 2000. Mais il garda pour lui les nuits d'insomnie, ce vide qu'aucune réussite n'avait su combler. Le thé arriva servi selon la tradition amère, comme la vie doux, comme l'amour sucré, comme la mort. Ce rituel ancien brisa la glace. Ils rirent des poèmes maladroits qu'il lui récitait jadis, échangèrent des regards qui en disaient plus que les mots. Et en quittant la table, Ibrahim savait déjà qu'il ne laisserait pas cette rencontre se perdre dans la poussière des rues. Il irait chez elle, il verrait, et peut-être il trouverait une manière de réparer ce que le destin avait brisé. 3 jours plus tard, le soleil se couchait lentement sur Ouagadougou, lorsque le SUV noir d'Ibrahim Traoré quitta les larges avenues goudronnées pour s'enfoncer dans les ruelles sablonneuses du secteur 17. Les enfants pieds nus interrompirent leur partie de football improvisée pour fixer ce véhicule brillant étranger à leur décor quotidien. Ici, le Burkina Faso montrait un autre visage, pas de façade peinte, pas de vitrines éclairées, seulement des maisons de parpaing, des toits de tôle et des odeurs de bois brûlé. La maison d'Aïcha se trouvait au fond d'une cour partagée avec plusieurs familles. Elle apparut sur le seuil, vêtue d'un pagne bleu soigneusement noué, le sourire mêlant surprise et fierté. Elle l'invita à entrer. La pièce principale, à la fois salon et chambre, était impeccablement rangée. Sur une petite table basse, elle installa le service à thé, perpétuant le même rituel que dans leur jeunesse.
Alors qu'ils évoquaient le barrage de Zignaré et les poèmes maladroits d'autrefois, une silhouette mince franchit la porte Karim, 18 ans, uniforme usé, du lycée municipal, le regard vif mais méfiant. La présentation fut polie, mais le ton sec du jeune homme trahissait sa défiance. Et quand Ibrahim sortit une enveloppe pour la poser sur la table, Karim explosa. « Nous n'avons pas besoin de ta charité. » Le silence se fit lourd. Aïcha tenta de calmer son fils, mais Ibrahim comprit. Lui aussi à cet âge aurait rejeté une main tendue, y voyant une atteinte à l'honneur. Il rangea doucement l'enveloppe et dit « Ce n'est pas un don, c'est une proposition. J'ai besoin d'un assistant au bureau le week-end. C'est payé. Réfléchis. » Cette réponse surprit Karim. La colère dans ses yeux céda la place à l'incertitude. Pour la première fois, une brèche s'ouvrait entre méfiance et respect. En repartant ce soir-là, Ibrahim savait qu'il avait franchi un premier pont. Mais le plus délicat restait à venir présenter Aïcha à Fatima sa femme et confronter deux univers que tout semblait opposer. Le samedi soir arriva plus vite qu'Aïcha ne l'aurait voulu. Elle avait passé des heures à préparer une tenue en wax élégante, mais sobre cousue de ses propres mains. Le taxi la déposa devant la villa d'Ibrahim Traoré, nichée dans le quartier aisé de Ouaga 2000. Un jardin éclairé par des lanternes des allées pavées et un portail gardé, un décor à 1000 lieues de ces ruelles de terre battues. À l'intérieur, une vingtaine d'invités conversaient autour de verres étincelants. Ibrahim, vêtu d'un boubou raffiné, l'accueillit d'un sourire rassurant. Après quelques présentations, il l'annonça. « Fatima est dans la cuisine. Je vais te la présenter. » Fatima entra, grande élégante, portant un foulard sophistiqué. Ses yeux d'un éclat vif se posèrent directement sur Aïcha. « Alors c'est vous, la fameuse Aïcha. » La voix était ferme, mais le sourire sincère. Les deux femmes échangèrent une poignée de main, puis Fatima proposa de marcher dans le jardin. L'air du soir était plus doux que l'atmosphère tendue qui flottait entre elles. « Quand Ibrahim m'a parlé de vous, j'ai eu peur, avoua Fatima. Peur qu'il ravive un passé. Mais j'ai compris qu'il ne cherchait pas à retrouver une romance. Il voulait réparer une injustice. » Aïcha baissa les yeux émue par cette franchise inattendue. Fatima continua. « J'enseigne dans une école de commerce. Nous cherchons quelqu'un pour gérer la cantine. Votre cuisine est réputée. Ce serait un partenariat, pas de la charité. » Ces mots bouleversèrent Aïcha. En quelques minutes, la femme qu'elle redoutait était devenue une alliée. Lorsque le dîner reprit la conversation, glissa sur la politique, l'économie et les réalités sociales du Burkina Faso. Les témoignages d'Aïcha, enracinés dans la vie quotidienne, captivaient même les convives les plus habitués aux statistiques des Africa News. Fatima, assise à ses côtés, acquiesçait avec un respect visible. Ce soir-là, Aïcha comprit que le destin venait d'ouvrir une porte bien plus grande que l'aide d'Ibrahim, celle d'une reconnaissance et d'une place légitime dans un cercle où sa voix comptait. L'histoire d'Aïcha n'aurait pu rester qu'un murmure de quartier, mais elle franchit vite les frontières. Un correspondant de RFI en reportage sur les mutations économiques du Burkina Faso tomba sur ce récit inattendu. Touché par la force tranquille d'Aïcha et par la démarche d'Ibrahim Traoré, il en fit un sujet de fond. Quelques jours plus tard, France 24 et Jeune Afrique reprenaient l'histoire et un éditorial du Monde Afrique parlait d'une leçon de développement venue du terrain. Dans les colonnes francophones, on soulignait que cette initiative n'avait rien à voir avec une opération de communication politique ou un programme imposé par des bailleurs internationaux. Ici, il s'agissait d'un geste ancré dans la réalité du pays respectueux des codes sociaux burkinabés, proposer un emploi plutôt qu'une aumône, préserver la dignité, tout en offrant des opportunités concrètes. Pour de nombreux lecteurs en France habitués à voir l'Afrique à travers le prisme des crises, terrorisme, coup d'État, instabilité, ce récit offrait un autre visage du Burkina Faso. Africa News en fit même un reportage insistant sur la dimension humaine. Parfois, le développement se cache dans une poignée de main et une promesse tenue.
Les experts en relations franco-africaines y virent un symbole de ce qu'ils appellent la coopération endogène, un développement qui naît de l'initiative locale, portée par des leaders enracinés dans leur communauté. Un professeur de sciences pour Paris fit même le parallèle avec certaines figures historiques de l'Afrique de l'Ouest, rappelant que le leadership ne se mesure pas uniquement à l'échelle de l'État, mais aussi dans la capacité à transformer des vies concrètes. Dans un contexte mondial où la France cherche à redéfinir sa relation avec l'Afrique, le parcours d'Ibrahim Traoré se présentait comme un contre-modèle aux approches descendantes ici. Pas de grands discours, mais un acte concret qui, de fil en aiguille, rejaillissait sur tout un quartier et sur l'image d'un pays. Si en France, l'histoire d'Aïcha et d'Ibrahim Traoré fut perçue comme un exemple rare d'humanité appliquée au développement ailleurs dans le monde, elle suscita également l'intérêt. Des médias panafricains anglophones relayèrent le récit, le présentant comme une étude de cas sur la manière dont un entrepreneur peut par des gestes ciblés produire un effet boule de neige dans sa communauté. Africa News publia un dossier intitulé « Burkina Faso, When Leadership Starts at Your Doorstep ». Au Royaume-Uni, certains chercheurs en développement communautaire soulignèrent la dimension pragmatique de cette approche. Contrairement à de nombreux programmes internationaux centrés sur des objectifs macroéconomiques. Ici, le changement partait de la base donner des outils concrets à une famille, puis laisser l'impact se propager organiquement. En Allemagne et dans les pays nordiques, où la coopération au développement met souvent l'accent sur l'autonomie locale, le cas d'Ibrahim Traoré fut cité lors de séminaires sur le Social Impact Leadership. On y voyait un modèle adaptable à d'autres contextes, comprendre la culture locale, renforcer les capacités existantes plutôt que les remplacer et surtout agir avec discrétion pour préserver l'honneur des bénéficiaires. Même hors du continent africain, en Amérique latine, certains observateurs établirent un parallèle entre cette histoire du Burkina Faso et les initiatives communautaires de micro-entrepreneuriat dans les favelas brésiliennes ou les villages andins. Dans tous les cas, le facteur commun restait la proximité entre le leader et la communauté, une proximité souvent absente dans les politiques publiques. Pour les analystes géopolitiques, ce type d'initiative, bien que modeste en apparence, portait en germe un message plus vaste. Dans un monde où la gouvernance mondiale est souvent critiquée pour son éloignement des réalités locales, la capacité d'un individu à incarner un changement concret devient une ressource politique en soi. Ainsi que ce soit dans les débats académiques de Londres, dans les salles de conférences de Berlin ou dans les colonnes d'Africa News, l'histoire d'Ibrahim Traoré dépassait largement le cadre d'un simple geste altruiste. Elle devenait une réflexion sur le rôle du leadership au XXIe siècle, pas seulement gouverner ou diriger, mais inspirer, relier et réparer ce qui a été brisé. Quelques semaines après le dîner mémorable, Fatima appela personnellement Aïcha. La voix douce mais décidée, elle l'invita à l'école de commerce où elle enseignait. Ce n'était pas une simple visite de courtoisie. Fatima lui présenta les cuisines de l'établissement, puis expliqua calmement « Je veux que vous preniez en main la cantine ». Aïcha resta interdite. Fatima poursuivit « Ce ne serait pas un emploi au sens strict, mais un partenariat. Vous apportez votre savoir-faire, votre gestion, et nous fournissons l'espace et l'équipement. Les bénéfices seraient partagés. Ce n'est pas de la charité, mais la reconnaissance de votre valeur. » Cette proposition bouleversa Aïcha. Elle repensa à ses débuts vendant des cacahuètes sous le soleil de Ouagadougou et à ce chemin inattendu. L'idée de passer du statut de bénéficiaire d'une aide à celui de partenaire économique lui semblait irréelle. En rentrant chez elle ce soir-là, elle appela Karim et Moussa pour leur annoncer la nouvelle. Les deux jeunes hommes, jusque-là prudents face au geste d'Ibrahim Traoré, comprirent que quelque chose de plus grand se jouait. Leur mère ne recevait plus, elle, construisait. Ce changement de posture n'était pas anodin. Dans un pays comme le Burkina Faso, où la dignité et l'honneur familial sont essentiels, cette évolution donnait à Aïcha non seulement une indépendance financière,
mais aussi un nouveau statut social. Dans son quartier, on commença à la désigner comme Madame la cantinière, un titre à la fois affectueux et respectueux. Et quelque part dans l'ombre bienveillante, Ibrahim Traoré observait cette transformation avec un mélange de fierté et de soulagement. Ce n'était plus seulement son geste, mais une dynamique irréversible. Ce soir-là, après une réunion à la Fondation Ibrahim, proposa de raccompagner Aïcha. La ville de Ouagadougou s'endormait sous un ciel saturé d'étoiles. Dans le silence de l'habitacle, les bruits de la circulation laissaient place au ronronnement régulier du moteur. Ibrahim finit par rompre le silence. « Je me suis souvent demandé ce qui se serait passé si nous n'avions pas été séparés. » Aïcha détourna les yeux, le cœur serré. Cela ne sert à rien de ressasser le passé, Ibrahim. Il hocha la tête, mais poursuivit. Peut-être que le destin savait ce qu'il faisait. Il fallait que nos chemins se séparent pour se retrouver aujourd'hui. Autrement. Comme amis, murmura Aïcha. Comme famille, corrigea-t-il. Une famille choisie, pas liée par le sang ou le mariage, mais par quelque chose de plus fort. Une histoire commune interrompue, puis reprise. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Les yeux d'Aïcha s'embuèrent, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. Elle sentait une paix nouvelle s'installer en elle. Ce lien, désormais, n'appartenait plus à la nostalgie, mais à un présent solide. Avant qu'elle ne descende, Ibrahim ajouta doucement « Tu n'as jamais quitté mon cœur, Aïcha, et aujourd'hui, tu y as trouvé ta place, différemment, mais pour toujours. » 2 mois après leur conversation nocturne, la vie d'Aïcha et de ses enfants n'avait plus rien à voir avec celle qu'ils menaient avant cette rencontre sous l'arbre à Karité. Karim poursuivait brillamment ses études, tout en travaillant à temps partiel, gagnant en assurance et en maturité. Moussa, fier de son emploi stable, envisageait même de passer son permis poids lourd pour progresser dans l'entreprise. La cantine de l'école de commerce gérée par Aïcha était devenue un lieu apprécié des étudiants, comme des professeurs célèbres pour ses plats généreux et son accueil chaleureux. Dans son quartier d'origine, l'histoire circulait encore. Vous savez, Aïcha, celle qui vendait des cacahuètes. Mais désormais, on la racontait avec admiration comme un exemple que le changement est possible, même dans un contexte difficile comme celui du Burkina Faso. Des journalistes locaux et internationaux, y compris ceux d'Africa News, vinrent l'interviewer. Un jour, lors d'une réunion de la Fondation Aïcha, prit la parole devant un groupe d'invités. Elle conclut son témoignage par ces mots « Nous ne demandons pas la permission pour être libres. Nous nous levons pour la conquérir. » Ces paroles résonnèrent comme un écho aux convictions profondes d'Ibrahim Traoré. Ce n'était pas seulement l'histoire d'une aide ponctuelle, mais celle d'une transformation fondée sur la dignité, la solidarité et la vision. Et dans cette histoire, chacun pouvait se reconnaître celui qui tend la main, celui qui la saisit et celui qui un jour fera de même pour un autre. Si vous pensez que l'esprit d'Ibrahim Traoré touche au cœur même de ce que l'Afrique peut offrir de meilleur, alors partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer à suivre le chemin d'une Afrique qui ne baisse plus la tête. Dieu bénisse l'Afrique.